Bienvenue à tous dans la deuxième partie de votre émission Que dit la presse de ce mercredi 31 juillet 2024. Fidèle Vodounon, bonjour. Bonjour cher ami Edouard Yansono, bonjour à tous les amis auditeurs, auditrices, internautes fidèles de Crystal News. Tentative de corruption. Bonjour à vous Charles Ronvo. Bonjour à vous Edouard, bonjour à tous ceux qui sont les classes. Je le précisais, nous sommes le 31 juillet, on serait en 1960 que tout le monde serait en ferveur. Quand on parle de l'indépendance, nous allons rapidement faire un tour avec vous avant de revenir sur ce que les journaux en disent ce matin. Fidèle Vodounon, l'indépendance du Bénin ou la commémoration de l'indépendance du Bénin, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une question bien difficile pour quelqu'un de mon âge, en réalité, mais bon. Nous restons quand même patriotes, nous restons citoyens béninois et donc quand on parle d'indépendance, le premier sentiment pour moi c'est la fierté. C'est la fierté d'appartenir à un peuple, à un pays, à une nation et donc de savoir que les pères fondateurs, de savoir que les anciens, les ancêtres, si on peut le dire ainsi, ont travaillé à ce que nous puissions nous libérer du joug de la colonisation, même si nous devons avoir le courage de l'admettre, cette indépendance n'en est pas véritablement encore une entièrement, si je peux le dire ainsi. Il y a quand même cette fierté-là d'appartenir à ce peuple dont les vaillants père fondateur, vous avez parlé tout à l'heure du président Hubert Koutokou Maga, qui a été quand même sacré père de l'indépendance du Bénin. Et donc, ça fait quand même une fierté d'appartenir à ce pays, d'appartenir à ce peuple. Et de savoir que ces hautes personnalités de regretter mémoire ont quand même dû batailler fort, ont quand même dû tenir tête aux colons, aux colonisateurs, ont quand même dû sacrifier pour certains de leur vie, de leur temps, de leur quiétude, pour que nous ayons ce que nous estimons aujourd'hui ne pas encore être ce que nous aurions souhaité. Donc c'est de cela qu'il s'agit et il nous appartiendra à notre génération de faire en sorte que ces anciens puissent être fiers d'où ils sont, de ce qu'ils ont pu faire et nous-mêmes fiers de ce que nous aurions fait justement pour que la postérité soit un jour fière de nous. Comme on le dit chez nous, il n'y a pas de sachant, il n'y a pas de détenteur de la science infuse. Chacun fait ce qu'il peut et passe la main, et je crois que c'est ce que les anciens ont fait et c'est ce que nous essayons aussi de faire dans la mesure du possible. Donc je pense que l'indépendance du Bénin, la commémoration déjà est une on va dire une reconnaissance, une gratitude adressée à tous ceux-là qui ont travaillé pour que nous ayons cette indépendance-là, quoique perfectible. Et ensuite une fierté, l'expression d'une fierté pour nous autres qui en jouissons d'une façon ou d'une autre aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire rapidement là-dessus. Charles Ronvo, fierté diriez-vous aussi? Fierté parce que on dit fête de l'indépendance, on dit fête nationale. Et lorsqu'on parle de fête nationale, ça veut dire que tous les citoyens qui se reconnaissent béninois, ça veut dire juste prononcer cette date-là, cette fête-là, la fête de patriotique doit pouvoir vivre. Parce que au-delà de ce qu'on a connu comme fête, les fêtes que les religieux importés nous ont imposées, la Pentecôte, la Pâque, l'Ascension, tout ce qui va. Allez aussi un peu ailleurs. Pourquoi vous en prenez seulement à ma religion, la religion catholique chrétienne? Je trouve que c'est des fêtes qui ont été, vous voyez, des fêtes qui ne reflètent pratiquement à rien, en ce qui concerne la culture, tout ça. Vous voyez, la fête nationale, oui, parce que ça a été d'un passage à un autre. Nous avons quitté une vie. Si nous avons fermé une page pour ouvrir une autre. Et cette autre page que nous avons ouverte, ça commence par... C'est-à-dire que nous dirigeons nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Parce que la page avant celle-là, c'était que nous dépendons totalement du colon. C'était que tout était aux mains du colon et c'est lui qui décide à notre place. Quels que soient les reproches,
que nous pouvons avoir aux régimes successifs qui sont passés par là, nous devons quand même reconnaître que d'une manière ou d'une autre, nous nous devons nous-mêmes. Et l'adage populaire dit que on est toujours mieux servi par soi-même. Vous voyez. Donc, le rapprochement, sinon la facilité que j'aurai à m'approcher d'un Béninois, soit-il ministre, président de la République, député, est beaucoup mieux que ce soit un blanc qui soit là, que ce soit un Belge ou un Français qui est là. Il y a toujours une différence. Parce que nous avons nos manières de nous comporter, nous avons nos manières de nous apprendre, de nous aborder, tout ça là. Donc, fête nationale, tous les citoyens doivent se retrouver à travers cette fête-là et se mobiliser autour. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours été contre des gens qui ont toujours une position contre la fête nationale, qui estiment qu'à cause de telles considérations, il ne faut pas fêter, il ne faut pas se manifester, il ne faut pas manifester sa joie, il ne faut pas participer aux festivités. Non. C'est tout comme si on rejette son origine, on rejette sa nationalité, on rejette son pays. Il n'y a que cette fête-là, de mon point de vue, la fête du 10 janvier, qui représente effectivement une fête nationale, une fête, c'est-à-dire tirée des entrailles de notre pays. Donc je pense que fête nationale, effectivement, ça doit être une fierté parce que c'est la fête-là qui représente tout le pays, au cours de laquelle tous les citoyens, c'est-à-dire le dénominateur commun, c'est une fête nationale, ça rassemble tout. Que vous soyez homme politique, citoyen lambda, de la société civile ou quoi, vous reconnaissez à travers le Bénin. Et à partir du moment où c'est une fête nationale, et donc c'est tout le monde qui est en fait. Je pense qu'une fois encore, c'est une fierté. Fierté, mais pour certains acteurs et même les journaux aujourd'hui, il n'en est pas pour autant. Le potentiel qui titre par exemple une succession de 13 présidents en 64 ans. À la lecture, on peut penser que c'est un peu trop. Allez-y, Fidèle Baudouin. D'accord. Je pense que non. C'est l'expression justement de cette alternance qui a toujours caractérisé le Bénin. L'alternance a toujours été le fonds de commerce politique au Bénin. Et vous savez, quand cette alternance-là vient à être remise en cause, eh bien, il y a toujours une forme de levée de bouclier des populations. Donc, je pense que quand vous faites le calcul, ce n'est pas trop. Parce qu'il y a dans le lot quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. Je veux parler du président Mathieu Kérékou, qui a quand même eu le privilège. Je crois que quand on fait le point, ça fait 27 ans pour lui seul dans ce parcours-là, en fait, dans ce laps de temps-là, de 1960 à ce jour. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui ont eu aussi le privilège de faire 2 mandats, en l'occurrence le président Boni Yahi et actuellement le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Donc quand on fait le point, c'est pas grand-chose véritablement. Mais ce qui reste une certaine constance, si on peut le dire, c'est quand même cette alternance-là, eh bien, à la tête donc du pays. Et je pense que ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien véritablement quand on parle du Bénin dans le Conseil des Nations en matière de gouvernance politique, en matière d'alternance au pouvoir. Je pense que nous avons quand même quelque chose dont nous pouvons être fiers. Si vous permettez, je voudrais rebondir sur votre appréhension sur, je ne sais pas, la pertinence de l'indépendance ou la posture véritable du Bénin face à cette indépendance ou peut-être face au colon, pour vous dire que moi, j'observe que au fil du temps, nous gagnons en fierté. Je vais beaucoup l'utiliser ce mot-là aujourd'hui. Au fil du temps. Au fil du temps, de 1960 à ce jour en réalité. Vous allez voir que la posture des différents présidents qui se sont succédés à la tête du pays s'est améliorée au fil du temps. C'est-à-dire, nous avons gagné en confiance, nous avons gagné en représentativité, si je peux le dire ainsi. Et la chose a fait quand même un hic. Je dirais pas un hic, ça a fait une sorte de pic en fait avec le président Patrice Talon, qui aujourd'hui nous vend quand même un modèle de gouvernance bien au Bénin qui permet aujourd'hui de faire face aux colonisateurs d'hier, à la France en l'occurrence, et de pouvoir parler, comme dirait l'autre, de mano à mano. On a vu quand même cette fierté-là s'exprimer avec l'avènement du président Patrice Talon. Et je ne voudrais pas pour autant négliger les efforts qui ont été faits par ces successivement pour qu'on en arrive justement là aujourd'hui où on voit un président Patrice Talon qui s'affirme
véritablement à la tête du Bénin et qui regarde droit dans les yeux, eh bien, l'ancien colonisateur. Vous avez vu ses premières déclarations à Paris dès qu'il a accédé à la magistrature suprême au Bénin. Vous avez vu ses visites officielles à Paris. Ça n'a pas toujours été ainsi. On a vu des présidents qui ne pouvaient pas lever la tête pour regarder droit dans les yeux d'un président français. Aujourd'hui, on voit, et il a dit clairement, déjà dès le début, je crois que c'est ça qui a permis de baliser le terrain pour dire que, ben voilà, on ne vient plus en mendiant. S'il y a de la compétence, je suis prêt à venir en prix, mais ce ne serait plus dans une posture de mendiant. Vous l'avez vu aussi par rapport, vous l'avez vu par rapport à la question de la dette. La question de la dette, en toute responsabilité, le Bénin a refusé d'être le mendiant de service, a dit on assume, mais il faut qu'on discute de cela et de façon beaucoup plus responsable. Et je pense que c'est les indicateurs clés qui permettent au Bénin de s'afficher, de s'affirmer dans le Conseil des Nations aujourd'hui et de mériter véritablement cette indépendance, quoique perfectible. Mais j'estime pour ma part que ces 10 dernières années, il y a eu, ces 20 dernières années même, je peux le dire, il y a eu des améliorations successives et ces améliorations ont connu une nette croissance avec le président Patrice Talon, en tout cas sur le plan de la représentativité du Bénin, sur le plan de la dignité du Bénin dans le Conseil des Nations et encore plus particulièrement face aux colonisateurs d'hier. Les gens vont facilement vous indexer comme une fan du président Patrice Talon. Tous les Béninois, me semble-t-il, sont fans du président Patrice Talon, a priori, ne serait-ce que pour le fait qu'il porte la charge de président de la République du Bénin. Pour ce qui est des considérations politiques, pour ce qui est des considérations personnelles, je ne saurais en répondre, mais vous devant vous ce matin, un fidèle vaudounon, citoyen béninois, et comme dirait l'autre, c'est le titre le plus honorifique, le plus cher que l'on puisse avoir dans son pays. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ne me demandez pas de haïr le président Patrice Talon. Oui, si vous voulez savoir si je l'aime particulièrement, oui, je l'aime, c'est mon président de la République. Personne ne fait jamais. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, Charles Rombo, mais quand même, c'est tout ce qui est dit là peut être discutable pour certains. Progressivement, nous nous remettons dans les bras du colon, contrairement à ce que Fidèle Vaudounon vient de décrire. Je fais rapidement tour avec Mathieu Kérékou. On peut commencer par la révolution qui s'était opposé à tout ce qui est de l'extérieur. En tout cas, visiblement, on vous dira que c'est toujours l'extérieur qui l'a asphyxié et c'est le colonisateur qui l'a amené à accepter, organiser la conférence des forces vives de la nation. Après, Soglo est venu. Soglo a été rapidement enlevé parce que il s'érige comme un ennemi des Français en griffe. On a tout fait pour ramener Kérékou. Après, Yahi Boni, certains vous diront que Yahi Boni est aussi un disciple de la France-Afrique. Talon est revenu aujourd'hui. Beaucoup disent que Talon... Quand vous dites revenir pour Yahi Boni, Talon, c'est comme s'ils avaient déjà été là. Aujourd'hui, Talon est venu. On vous dira que le Français a toujours, ou le colonisateur plutôt, a toujours deux plans. Si ce n'était pas Issou, ça doit être une autre personne. Aujourd'hui, avec la gouvernance actuelle, beaucoup le disent qu'il est certainement, vous écoutez comme moi, un disciple de la France-Afrique. Vous savez, nous sommes en démocratie et les conceptions, les créations sont des créations divergentes. Elles sont parfois permises parce que chacun a sa habitude des choses, chacun a sa lecture des choses, mais qui n'est forcément pas vrai. Parce que souvent, la rumeur occupe tellement les débats, occupe tellement les rues, et chacun va quand même selon sa compréhension et sa vision des choses. Alors, vous avez cité l'ancien président Yacine Mathieu. Tout ce qui s'est passé dans le temps, il faut reconnaître que chaque situation a son... c'est-à-dire que chaque problème est lié, sinon, reflète quand même l'ambiance de ce moment-là, reflète quand même les réalités de ce moment-là. Vous n'allez pas revenir peut-être Mathieu Kérékou pouvoir aujourd'hui forcément va se comporter comme il y a de cela 20 ans, 30 ans. Les choses ont changé, voyez. Et donc, j'estime pour ma part qu'il avait peut-être agi selon les circonstances de ce moment-là. Mais cela n'a pas raté. Parce que, qu'est-ce qui a amené à la conférence de Taïwan? C'est parce qu'à un moment donné, le monsieur avait pris le moyen de
de supporter les charges du pays. Et donc il a été obligé, tous ceux-là qui l'avaient renvoyé du pays, il a rappelé que venez, c'est notre pays commun, nous allons parfaire les choses. Parce que bien qu'on soit indépendant, l'aide vient de l'extérieur. L'aide vient de l'intérieur. Mais l'extérieur, oui. Il fallait voir également, en ce moment-là, qu'est-ce que nous avons déjà comme potentialité? Qu'est-ce que nous avons déjà comme richesse? Qu'est-ce que nous avons déjà comme bien? Et qui allait aider le pays à assumer ses charges? Il fallait tenir compte de tout ça. Parce que vous allez observer que c'est une progression, c'est un processus qui évolue dans le temps. Parce que le Bénin d'il y a 30 ans n'est plus celui d'aujourd'hui. Les choses ont beaucoup évolué. Donc, que le chef de l'État actuel trouve que nous n'avons plus besoin des aides, nous n'avons plus demandé des aides, parce que connaissant très bien comment ça se passe, je pense que c'est parce que nous sommes d'abord assis sur des bases. Nous avons déjà quelques potentialités sur lesquelles nous pouvons nous baser quand même pour refuser ces aides-là. Parce que toutes ces aides-là ne nous aident pas totalement. Mais on fait toujours des prêts. Mais on fait toujours des prêts avec les conséquences. Sur 100 ans. Vous voyez, et aucune œuvre humaine, c'est-à-dire n'est sans conséquence. Conséquence fâcheuse, tout ça. Vous voyez, parce que lorsque vous rejetez une position, par exemple, que les autres allaient exploiter, qui leur a marché, peut-être vous empruntez une autre, attendez voir ce que ce niveau-là est, que vous payez. Et c'est ça ce que vous insinuez. On a refusé les aides, mais on est avec les prêts. Je pense que il faut reconnaître que c'est une option, mais qui ne montre pas de conséquences. C'est ces conséquences-là, nous allons les payer sur les années. Si on faisait l'option des aides, c'est presque pareil. C'est-à-dire que nous n'avons pas jusque-là, malgré nos efforts, malgré tout ce que les dirigeants, les efforts qui font jusque-là, le Bénin n'a pas encore totalement son autonomie financière, son autonomie économique. Donc, on sera obligé de faire avec les moyens dont nous disposons. Mais je trouve que il faut saluer les efforts qui se font jusque-là. Parce que consultez un peu les archives, et voyez un peu le budget de l'État il y a 20 ans, 30 ans. À comparer à ce que nous avons aujourd'hui, vous allez observer qu'il y a une milliard de différence. C'est la preuve que les efforts se font. Parce que ces fonds-là, c'est des fonds du contribuable. Le Bénin est extrêmement fiscal. Et donc, disons qu'il y a un effort qui se fait, qu'il faut saluer, qu'il faut encourager et appeler tous les acteurs à y participer. Parce que si on trouve qu'à ce niveau-là, ça évolue, et que toutes les personnes ont des initiatives pour accompagner le mouvement, je pense qu'il faut appeler à cela. Parce que le Bénin est indivisible et nous appartient tous. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Mais lorsque nous allons tout rejeter comme proposition, ou initiative, ou projet, alors que peut-être nous n'avons rien à proposer, là on est passé à côté. Si on rejette, il faut qu'on propose des alternatives. Parce que c'est bien beau d'être à la touche et de mieux jouer que celui qui est sur la pelouse. C'est très facile ça. Lorsque vous retrouvez dedans, vous découvrez les réalités, alors vous vous rendez compte que ceux qui le faisaient, en réalité, ils ne faisaient pas contre leur volonté, c'est-à-dire dans le sens de faire mal. Parce que nous avons cette mentalité-là à croire que nos dirigeants sont là pour nous faire mal. Oubliant peut-être qu'ils ne sont pas des étrangers. Et qu'au sein de ce même pays-là, ils ont des frères, ils ont des amis, ils ont des proches, ils ont des familles. Parfois, nous nous comportons comme ça. Mais tout le monde ne mesure pas leur intérêt à leurs amis et tout. Parce que régime bien, il veut des riches, c'est pour tout ça là. Ouais. Mais l'autre, il faut comprendre que c'est comme une branche de palmier. Lorsque votre a sonné et que le vent balance la richesse de votre balance de votre côté, vous en bénéficiez en ce moment. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes avantages au même moment. C'est impossible. Et donc, un chef d'État vient, ou un dirigeant vient, il fait selon les capacités, il fait selon ses moyens qu'il dispose en ce moment-là. Et à un moment donné, il s'est fait et il y a des personnes qui ont fait ça. Je pense que c'est comme ça. Donc, c'est vrai de leur faire des conseils, mais il faut parfois comprendre que c'est peut-être selon le
tout à fait comme ça. Je vois que nous devons, à ce niveau-là, ce n'est pas évident que nous passions mieux pour cela. Parce que l'État actuel, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, je pense qu'il faut saluer certains efforts. Lorsque tantôt vous avez évoqué le cas de vos colonies, même si aujourd'hui les gens pensent que les objets royaux qui ont été ramenés nous apportent rien, mais reconnaissons quand même que ça fait partie de notre patrimoine. Et le seul qui a pu ramener ça, c'est encore lui. Je pense que c'est un point fort. Voyez, je pense que c'est un point fort. Et jusqu'à récemment, voilà un monsieur qui a tenu un discours de vérité avec la France. Là encore, c'est un point fort qu'il faut reconnaître au chef de l'État. On va revenir sur plusieurs aspects, hein, ne vous inquiétez pas. Fidèle Vaudounon, vous aviez parlé de prêts, mais pourquoi pour faire ces prêts, il faut toujours encore se référer aux colons qui, en réalité, n'a pas intérêt à vous laisser. Nous avons des pays quand même proches de nous qui ont des ressources et avec qui on peut se donner des aides mutuelles, n'est-ce pas? Je fais le débat avec vous ainsi. Le Nord est aussi fiscal, la France est aussi fiscale parce que la France n'a pas de ressources comme nous. Mais quand même, pourquoi a-t-on besoin de se référer toujours à ceux-là pour demander de l'aide? Bon, je ne suis pas économiste pour rentrer dans ces considérations de la gestion des finances internationales, mais ce que je sais par ailleurs est qu'aucun pays au monde ne vit en autarcie, aucun pays au monde ne vit en vase clos, et que le système financier international est ainsi bâti. Vous avez peut-être quelques atouts pour faire valoir vos préférences, mais vous vous laissez porter par le système d'une façon ou d'une autre. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit d'abord. Donc ce n'est pas une situation propre au Bénin, c'est le Bénin qui est à genoux partout, non pas du tout. Mais j'ai dit par contre que le Bénin a gagné aujourd'hui en fierté. Le Bénin a gagné en représentativité, le Bénin a gagné en dignité parce que depuis l'avènement du président Patrice Talon, par exemple, on a vu les différentes annotations des agences internationales en matière. On a vu la qualité aujourd'hui de la signature du Bénin sur le marché financier international. On a vu aujourd'hui la posture du Bénin face même à la France sur les options qui sont faites. Surtout pas sur le vécu des citoyens. Qu'est-ce que vous appelez le vécu des citoyens? Vous avez fait aujourd'hui la base, on parle d'annotation. Vous avez bien mangé. On parle d'annotation financière. On ne parle pas encore de l'indice de développement personnel ou je ne sais pas de la qualité de vie. Dans tous les cas, vous et moi, nous sommes conscients que quelle que soit la situation, en tout cas là où nous sommes tout de suite là, personne ne nous reconnaîtra qu'il vit bien. Il faudra un jour nous confronter à la situation de personnes qui sont dans des situations, dans des contextes pires que les nôtres pour qu'on s'en rende véritablement compte. Donc, a priori, c'est des comparaisons assez vagues, assez difficiles à tenir. Mais ne me détournez pas de ma réflexion. Allez-y. Je voudrais dire que sur ces marchés financiers internationaux, vous avez tout le monde aujourd'hui, ou presque tout le monde, en tout cas même les plus grands, les États-Unis, les plus endettés au monde, la France, je n'en parle pas, on parle de la meilleure économie de l'Europe avec l'Allemagne. Cependant, l'Allemagne a ses problèmes aussi, en lien avec le chômage et tout le reste, les matières premières et tout. Donc, c'est vous dire que nous sommes dans un système international dans lequel le Bénin ne fait pas exception, mais dans lequel le Bénin aujourd'hui a la tête haute. Si nous prenons par exemple aujourd'hui au plan social, nous avons atteint aujourd'hui des indicateurs qui permettent de moderniser, de clamer la modernisation de notre système d'appui sociaux, d'appui en matière donc d'aide aux plus faibles, que ce soit sur des aides, que ce soit de 50 000 francs, que ce soit sur le plan scolaire, les filles à l'école, que ce soit sur le plan social. Je veux parler des femmes, des personnes vulnérables. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu dernièrement une loi qui offre carrément un quota pour les personnes en situation de handicap. Que ce soit sur le plan, je reviens encore sur le plan scolaire. Aujourd'hui, les enfants dans des situations données ou pas ont accès au moins à un repas chaud par jour à l'école. Vous voyez, c'est des choses dont on ne parle peut-être pas assez, mais que nous ne gagnons véritablement pas à s'aborder. C'est de notre pays qu'il s'agit, moi je pense avant tout. Et la liste n'est pas exhaustive, je peux vous en dire autant dans presque tous les domaines, aussi bien sanitaires, aussi bien sécuritaires
tout ce qui se passe. Vous voyez ce à quoi le Bénin fait face depuis quelques années maintenant. Le terrorisme, c'est pas évident pour un petit pays comme le nôtre de faire face à une situation comme ça. Pourtant, nous affrontons cela avec beaucoup de courage, quoi que cela coûte. Donc, je pense que c'est des éléments sur lesquels il faut véritablement s'appesantir pour apprécier le niveau d'évolution donc du Bénin, apprécier le niveau de développement du Bénin indépendant et montrer surtout la qualité de nos échanges aujourd'hui avec le colon d'hier. Vous conviendrez avec moi, au-delà de tout, qu'aujourd'hui, nous voyons sur la place publique, qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte d'abord. C'est l'image que vous dégagez sur la place publique qui compte d'abord. Et vous devez vous rendre compte qu'aujourd'hui, ce que tout le monde sait est que quand on prend quelqu'un, par exemple, comme Patrice Talon, le président Patrice Talon, les premiers jours de son accession à la magistrature suprême, le discours a changé tout de suite. Le ton aussi a changé et annonçait déjà les perspectives d'un Bénin digne dans ses relations avec la France. Et je pense que ça n'a pas faibli. Les choses sont restées dans une certaine constance jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez qu'aujourd'hui, sur le plan économique, il y a une forme de diversité. Le Bénin a plus donc de marge de manœuvre parce que nous ne sommes plus dans la mendicité naturelle, ambiante, mais il y a aujourd'hui une bonne intelligence derrière les choses. Je ne vous ai pas encore parlé de l'industrialisation de notre pays aujourd'hui. Je ne vous ai pas encore parlé de la modernisation de notre agriculture. Je ne vous ai pas encore parlé de la diversification de nos filières agricoles. Je pense que c'est autant de choses qui montrent aujourd'hui que notre indépendance a commencé à avoir du contenu. Et c'est ce contenu-là, entretenu, qui nous permettra d'atteindre cet idéal que nous chérissons tous, l'idéal d'un pays véritablement et totalement indépendant, même si, soyons honnêtes de le dire, aucun pays n'est véritablement indépendant au monde. On dépend toujours de l'autre pour quelque chose ou pour quelqu'un. C'est de cela qu'il s'agit. Heureusement, nous sommes tous culturels ici et puis nous connaissons bien les acteurs du théâtre, comment ils se comportent sur la scène et aussi comment on se prépare dans les coulisses. La vie en elle-même est un théâtre. Ici, vous jouez le rôle de journaliste. Tout à l'heure, vous jouerez peut-être le rôle de fils d'un père et peut-être demain, vous jouez le rôle d'un père, ainsi de suite. La vie en elle-même est un théâtre. C'est le sociologue qui vous parle. Il faut un théâtre sérieux. Charles, on va, mais après tout, Fidèle Vaudounon nous a cité les indices, l'école, etc., etc. Mais lorsque vous donnez votre argent, vous avez un œil regardant, c'est vous qui indiquez comment cet argent doit être utilisé. Quand on prend l'exemple de l'école, ça évolue, mais avec quel programme? Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Et toujours dans les écoles aussi, on applaudit le colon. On ne fait pas une éducation axée sur les valeurs de notre pays. Et je pense que ce que vous dites, parce que à l'unanimité, les autorités que nous dirigent sont conscientes de ce que au niveau de notre système éducatif, il y a des choses à corriger. C'est vrai qu'au fil des années, il y a toujours des réformes, il y a toujours des séances de reprise, de recyclage. On retouche le programme d'une manière ou d'une autre, et puis on ramène un peu l'ancien système qu'on avait rejeté et tout. Mais il n'y a pas encore une initiative de manière à ce qu'on remet totalement tout à zéro et on repart sur une nouvelle base. C'est ça en fait qui manque. Et je pense que cela dépend d'une volonté. Ça dépend d'une volonté politique. Mais il faut pousser un peu le regard et se poser la peine de savoir, mais avons-nous totalement les moyens de cette politique-là? Parce que, qu'on le veuille ou pas, on continue toujours de l'appuyer. On continue toujours de nous aider dans ce sens-là. Quand je prends par exemple la cantine scolaire, je vois ce que les partenaires techniques et financiers investissent dedans. Vous voyez? Et donc, ça c'est un aspect. De l'autre côté, les documents sont fabriqués aujourd'hui et sont presque distribués gratuitement aux enfants. Mais ce sont des structures, ce sont pas uniquement l'État. Il y a des partenaires qui investissent dans cette initiative-là. Il y a d'autres choses. Il y a des écoles dans lesquelles, sinon au coût primaire par exemple, les gens ne payent pratiquement la contribution. Au secondaire, les filles ne payent plus la contribution jusqu'à une certaine classe, si j'ai bon mémoire. Alors, comment est-ce qu'on arrive à combler ce vide-là? Il y a des subventions que l'on envoie dans les établissements pour juguler ces dépenses-là. Mais ça vient d'où? Est-ce que totalement le gouvernement a les moyens de les assumer? C'est peut-être ce qui bloque un peu au niveau
de la reprise totale de notre système éducatif qui reflète en fait nos réalités. C'est ça en fait ce qui manque. Mais déjà reconnaître que depuis 2016, l'école béninoise n'a plus connu ce qu'on appelle système de grève. Parce que tous ceux qui sont passés par là doivent pouvoir reconnaître que, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à ce qui s'est passé là, ça a été une initiative à saluer. C'est vrai que le corps enseignant n'est pas totalement aguerri aujourd'hui, n'est pas totalement à l'aise aujourd'hui, parce que c'est à travers ces revendications, à travers ces grèves-là, que les gens s'exprimaient et espéraient avoir quelque chose. Vous voyez, on a presque enlevé ce droit-là. Essayons de faire le nécessaire pour que les gens soient à l'aise. Je pense que c'est le plus à demander. Parce que l'école béninoise, pendant des années, a essayé, sinon, c'est-à-dire, n'a fabriqué que des fainéants, n'a fabriqué que des enfants qui peut-être ont le diplôme, mais sont incompétents. Parce que les mêmes qui sont restés à la maison des mois durant pour le mouvement de grève, ce sont les mêmes personnes qui viennent au cours des examens passer par des coulisses pour aider les candidats à réussir. Parce que, occupant des postes de responsabilité, ils ne veulent pas que l'on dise d'eux qu'ils ont produit un résultat médiocre. Alors, dans ces conditions... On fabriquait les enfants médiocres. On fabriquait les enfants médiocres. Ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi, tout ce que nous notons jusque-là, je pense que il faut saluer cela. Qu'on le veuille ou pas, il faut saluer le fait que, tout au moins aujourd'hui, nous avons un système éducatif qui est stable et qui est réglementé selon le temps qui lui est imparti. Par le passé, l'école béninoise n'avait plus un calendrier officiel. On ne fait que prolonger, on ne fait que relancer. Et parfois, il y a des zones dans lesquelles les gens sont à la maison, d'autres vont à l'école parce que le moment de grève est devenu autre chose. Il y en a qui suivent, d'autres ne le respectent pas. C'est-à-dire, je pense que c'est un acte qu'il faut saluer. Mais demander une fois encore aux gouvernants de voir dans quelle mesure le système éducatif plus refléter nos réalités. Vous imaginez, récemment, moi j'ai fait une production. J'ai pris des élèves jusqu'en classe de première qui ne savent même pas ce qu'on appelle fête de l'indépendance. Mais c'est un problème. Première. Qui ne savent pas ce qu'on... On m'a dit que c'est une fête au cours de laquelle les ministres se retrouvent, on joue au ballon, on fait défiler. Vous voyez, jusqu'en classe de première. Alors, fête nationale, je pense que c'est leur réalité. Il y a des aspects, la conférence nationale, voilà des faits qui sont intrinsèques à notre pays, sur lesquels les enfants ne connaissent absolument rien, mais connaissent l'histoire de la Pologne, connaissent l'histoire de l'Espagne, du Portugal, de la France, de l'Allemagne, tout ça, vous voyez, des États-Unis. Il faut revoir ce système-là parce que ça ne tient pas compte de nos réalités. Je pense que c'est à ce niveau-là véritablement qu'il faut agir. Sinon, il y a pour le moment la stabilité au niveau du système éducatif et ce n'est pas la seule. Au niveau de la santé, c'est pareil. Au niveau des autres structures, pareil également. Donc, revoir le système pour que cela puisse vraiment profiter à notre réalité. Fidèle Vaudounon, je disais que c'est toujours celui qui donne l'argent qui vous tient par derrière, qui agit sur les ficelles pour que vous preniez telle ou telle autre décision. Nous avons connu sous ce régime, et nous connaissons encore des cas des directeurs généraux venus de l'extérieur qui sont nommés sur la plupart des grandes sociétés de l'État. On peut être vraiment indépendant comme ça. Est-ce que c'est vraiment la compétence qu'on cherche? Vous savez, c'est une question qui a été vidée il y a bien longtemps. Bon, on a toujours ces directeurs généraux. Oui, j'en viens. Je vous disais donc que c'est une question qui a été vidée depuis fort longtemps parce que j'ai commencé par vous dire tout à l'heure que le Bénin ne vit pas en vase clos. Aucun pays au monde ne vit en autarcie véritablement à l'ère de la mondialisation, de la globalisation. Et vous savez combien nous sommes fiers quand nous apprenons qu'un des nôtres, un compatriote, est ministre d'État, c'est pas Centrafrique, qu'un des nôtres est nommé CEO d'une entreprise en France. Nous sommes tout fiers. Oubliant qu'aujourd'hui le marché de l'emploi est un marché universel. C'est un marché où on va chercher des compétences. On ne va plus chercher le cousin de la cousine ou le neveu de l'oncle et de la nièce. Non. C'est un marché ouvert et transparent aujourd'hui. Les Béninois ne sont pas compétents pour gérer les grandes sociétés. Où les conditions, où j'en viens,
où les conditions sont bien détaillées, bien définies. Si ce n'était pas ainsi, les nôtres n'auraient pas l'opportunité, n'auraient pas souvent l'opportunité, n'auraient pas l'opportunité, parce que ça va continuer, eh bien, d'occuper des postes de responsabilité ailleurs. Je suis totalement d'accord sur le principe donc de l'orgueil nationaliste. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais au même moment, je suis fier quand j'apprends que des Béninois sont nommés à des postes de responsabilité ailleurs, où les autres aussi ont quand même cette fierté nationaliste là aussi. Mais nous convenons dans un cas comme dans un autre que nous sommes sur le marché de l'emploi et que aujourd'hui, eh bien, les choses sont faites de façon à ce que vous allez en chercher quand vous en avez besoin. Mais mieux, on ne va quand même pas faire éternellement le procès au président Patrice Talon d'avoir opéré des choix. J'ai souvent dit sur cette émission que gouverner, c'est opérer des choix. Et quand on opère des choix, bien évidemment, on doit pouvoir donc brimer certains. Ça, c'est inévitable. Mais alors, le choix opéré par le président Patrice Talon, publiquement, a été d'aller chercher les compétences où qu'elles se trouvent. Parce que il a, eh bien, un cahier de charge à remplir devant le peuple béninois. Et je pense qu'il a dit, c'est ce que moi je trouve d'extraordinaire chez le monsieur, je m'excuse du peu, il dit toujours ce qu'il veut faire. Aussi difficile que cela puisse paraître, aussi, pour parler comme vous, Edouard, pourquoi pas, aussi arrogant que cela puisse paraître, il le dit quand même avant de le faire. Moi, je ne crois pas qu'il ait déjà fait quelque chose qui n'est pas dit au départ. Et s'il a dit, et si ce qu'il a envie de faire pour le Bénin et au Bénin, eh bien, doit pouvoir passer par là, selon eh bien, la politique qu'il a définie pour remplir les cahiers des charges que nous lui avions confiés, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. On peut trouver à en redire, je suis d'accord, sur la qualité de cette main-d'œuvre-là. On peut trouver à en redire sur les résultats, eh bien, qu'engrange justement cette main-d'œuvre-là, et que nous trouvons chère et tout. Mais sur le choix opéré, qui répond à une gouvernance, qui répond à une option de gouvernance, je pense que le problème ne devrait donc pas du tout se poser. Mais au-delà de tout ça, il est question, j'ai déjà dit tout à l'heure, que le président de la République l'avait déjà dit, il a même dit depuis la France, me semble-t-il, que enfin, l'affaire de désert de compétences que nous avons cousu dans tous les sens. C'est parce qu'on est devant le colon, n'est-ce pas? Et qu'on sait qu'on devrait le servir. Et donc heureusement que les cadres, les ressources humaines dont vous parlez ne sont pas que français. Encore que je ne sais pas, est-ce qu'il y a même de français? Bah, mieux que ce soit à la NAT, que ce soit au port, je pense qu'il n'y a pas de français. Donc le problème est réglé à votre niveau, sur le principe donc de la France. Moi, aujourd'hui, non, il faut que nous soyons décomplexés. Et c'est ça que moi je trouve extraordinaire dans la démarche du président Talon. Ces pays sont aussi des partenaires directs. Il faut qu'on soit décomplexés. Nous autres là, nous sommes partenaires de qui? Nous ne devons pas être partenaires de quelqu'un. Nous n'avons pas quelque chose à offrir aussi. Quand nous avons bâti la zone industrielle, n'est-ce pas? Quand nous avons construit la zone industrielle de Gros-Givet, le Bénin est pratiquement en difficulté avec tous les pays frontaliers. Vous parlez de quelle difficulté? Mais on ne s'entend pas bien, n'est-ce pas? On ne peut pas toujours s'entendre. Il ne s'agit pas de relations interpersonnelles, c'est des relations d'État. Donc quand vous estimez que nous ne nous entendons pas, il faut aussi mettre des bols. Ce n'est pas, je sais pas, Edouard et Fidèle, les deux pays, on ne s'entend pas. Non, pas du tout. Que nous nous entendions ou pas là, les gens traversent les frontières tous les jours, d'une façon ou d'une autre. Donc ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut sortir de ces considérations en fait. Il est question aujourd'hui que nous soyons totalement décomplexés. Et donc cette indépendance-là doit pouvoir être individuelle d'abord. C'est-à-dire que chacun autant que nous sommes là. Qu'est-ce que nous faisons justement pour conforter l'esprit national de cette indépendance-là? C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Mais nous sommes dans une démarche un peu extravertie où on attend tout d'un chef en haut. Et ce chef-là a quand même des obligations à remplir. Il a des choses à opérer. Et paf, quand ça ne va pas, on dit voilà, c'est lui. Alors même que ça devrait partir du bas. Cette fierté-là, c'est-à-dire, quand le rythme est donné, le ton est donné, nous devrions pouvoir suivre chacun, eh bien, dans sa petite parcelle d'autorité, à travers le comportement, à travers les choix, à travers l'accompagnement, à travers les commentaires, pour que tout ceci puisse porter l'ensemble du pays vers cet idéal que nous chérissons. Mais ce n'est souvent pas le cas parce que la politique a corrompu
toutes les sphères pratiquement de notre société, de sorte que, je dis, le nationalisme, la fierté nationale, le civisme, le patriotisme, voilà, j'y arrive, a déserté le forum. C'est le véritable problème que nous avons en réalité. C'est le problème de patriotisme que nous avons en réalité. Parce que dans tous les cas, on n'ira pas chercher un Français pour être président de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, un Français ne viendra pas être président de la RAC, et ainsi de suite. Il sera toujours question des options politiques et de politique économique. Non, c'est pas possible. Il sera toujours question des options de politique économique pour opérer des choix qui puissent permettre un temps soit peu d'atteindre des résultats. Et je pense que on peut quand même essayer de donner, eh bien, cette permission-là au président de la République. On peut lui permettre tout au moins ça en réalité, parce que c'est à lui que nous demandons des comptes. C'est à lui que nous aurons à demander des comptes. Alors il lui appartient de se donner tous les moyens pour y arriver. Et en un temps record d'ailleurs. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ce que moi je dis, et je finirai sur la question, c'est que le problème que nous avons aujourd'hui ne devrait plus être un problème de président de la République, de chef d'État, de X, de Y. On devrait pouvoir en finir avec ces considérations, laisser ce débat-là aux chapelles politiques et dire maintenant, nous-mêmes là, vous, Edouard, moi, Fidèle, qu'est-ce que nous pouvons de notre petit coin là pour impacter dans une certaine mesure, eh bien, cette indépendance-là. Parce que ce que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est plus nous battre pour l'indépendance. Il est question de nous battre pour mettre du contenu dans la boîte indépendance-là. On doit mettre des choses dedans. Et ces choses-là, ouais, je l'ai souvent dit ici, c'est d'abord de commencer à être fier de notre pays. Parce que nous avons tendance à extérioriser plus notre haine d'un président ou d'un gouvernement, plutôt que d'exprimer notre fierté, eh bien, de porter Bomba comme vous et moi ce matin, plutôt que de porter Lacoste comme notre ami Charles. Ça commence par là. D'accord? Ça commence par là. Ensuite de voir, bien, plutôt que pour les plus nantis, eh bien, d'envoyer nos enfants en France ou aux États-Unis, et comment on se met ensemble pour créer, eh bien, ce que nous allons chercher là-bas, là, ici, pour que les ressources puissent rester ici, par exemple. Donc, voilà, je crois que c'est sur ces plans-là qu'on arrivera à rendre véritablement tout le monde fier. Mais si nous restons dans une posture attentiste où on a dit, voilà, c'est le président de la République, il est nommé, il a qu'à faire, il peut quoi? S'il pouvait, eh bien, on ne serait pas obligé de choisir quelqu'un pour être en haut. Il est juste là pour porter l'ensemble du système, en opérant bien entendu des choix en fonction de ce qu'il croit être donc le mieux pour nous. À chacun maintenant de faire l'effort pour que nous soyons ensemble, eh bien, engagés vers cette dynamique qui nous porte vers l'idéal de l'indépendance que nous voulons véritablement. Parce que, comme disait l'autre, l'indépendance, eh bien, la force, la puissance d'un pays, c'est vrai, c'est militaire, c'est vrai, c'est économique, mais c'est aussi beaucoup plus culturel. Et sur eh bien, ce volet-là, je pense que nous tous, nous sommes concernés. Et c'est ça qui va porter le reste pour que nous arrivions à mettre notre marque, à mettre notre griffe sur l'échiquier international, sur l'échiquier universel. Et je crois que c'est ce qui devrait orienter nos commentaires, orienter le choix, surtout à l'occasion de la célébration de l'indépendance de notre pays. Charles, on est tous quand même fiers du Bénin. La preuve, nous sommes tous ici. On a quand même la possibilité d'aller dans d'autres pays. Quand même, on est ici, on fait ce débat qu'on considère comme un sacerdoce. Charles Ronvaux, mais est-ce qu'il n'y aurait pas ce moment, si on continue avec cette allure, est-ce qu'il n'y aurait pas un moment où le Bénin perdrait ces grandes sociétés qu'il confie progressivement à des personnes extérieures? Je pense qu'on n'arrivera pas là. C'est une prière. On n'en arrivera pas là. C'est une prière. Non, je pense que vous êtes allé trop loin. Bon, si on fait le point, ils sont combien à être internationaux et qui dirigent les structures? Je pense que c'est un sujet sur lequel beaucoup de citoyens réagissent et puis apportent leur réaction, leur point de vue, tout ça. Mais il y a un aspect souvent que nous occultons. Est-ce qu'il y a des Béninois qui sont promus à des postes de responsabilité dans d'autres pays? Si oui, pourquoi faire tant de procès à ceux qui sont d'autres pays, qui sont étrangers, qui sont nommés chez nous? Si on fait ce procès et que les autres pays doivent nous ramener, nous renvoyer nos concitoyens qui sont promus à des postes de responsabilité ailleurs, qu'est-ce que nous y gagnons?
Je pense que il faut dépasser ce débat-là. Est-ce que celui qui a été nommé remplit véritablement les critères pour occuper ce poste-là? Depuis il est là, est-ce qu'il donne un bon résultat? C'est la question qu'il faut se poser. L'essentiel, c'est que le travail soit fait. C'est vrai que oui, l'idéal aurait été que ce soit un Béninois, que ce soit un citoyen, tout ça là. Mais, au nom de l'expertise, au nom de la compétence, au nom des résultats que l'on souhaite avoir, je pense que à ce niveau-là, ce serait pardonnable. Mais, je suis en train de voir que Béninois bonté que je suis là, que cela ne continue pas trop. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, il y a toujours des pratiques dans nos réalités qui reflètent toujours le colon, le français, l'européen, tout ça. Parce que nous parlons fête de l'indépendance. Et donc, Edouard, vous savez très bien que l'acte phare qui attire, qui retient l'attention le jour de la fête de l'indépendance, c'est le défilé. Alors, le défilé militaire reste, de mon point de vue, une parade française, reste une parade européenne. Ça ne reflète pas le citoyen béninois que je suis. Il est arrivé un moment où je crois bien sûr... Même quand vous entendez ces chansons-là, hein, reprises en chœur... Voilà, le chant peut-être, le chant me touche. La musique, pas tellement. Mais lorsque j'entends un chant de Sabourin... Nous sommes détenteurs hein, c'est-à-dire de la mer des musiques. Les musiques, toutes les musiques du monde, du jazz, de l'afrobeat, tout ce que vous voulez là. Voilà les sociologues. Nous en sommes détenteurs, c'est parti de nos couvents. Donc il n'y a pas de musique qui soit étrangère véritablement. La musique est un langage universel, s'il vous plaît. Donc, ce défilé militaire-là, je ne me reconnais toujours pas béninois. Je ne me reconnais pas dedans. Oui, je pense qu'il y a un détachement belge hein, qui vient défiler chez nous. Voilà. C'est quand même quelque chose. Je pense qu'ils ne seront pas chassés de la Belgique quand ils seront de retour pour aller marcher au pays. Lorsqu'on amène un Belge pour marcher ici, là, mais qu'est-ce qu'on a fait de ceux qui sont gardiens de nos traditions, par exemple? C'est vrai qu'il y a un festival à Porto-Novo qui s'annonce, tout ça là. Mais on parle ici de la fête nationale. J'aurais aimé que ce soit une parade des masques de chez nous, que ce soit une parade des divinités de chez nous, comme on a l'habitude de faire pour les festivals. Voyez, je pense que c'est à ce niveau-là que je me reconnais totalement béninois. Parce qu'il s'agit une fois encore de la fête nationale. Et continuer comme ça, je pense qu'on est toujours en train de faire les yeux doux aux colons. Et mieux, le chef de l'État fait toujours cette cérémonie-là de dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes au monument aux morts. Au monument aux morts, ce béton qui est installé là, devant lequel on va jeter, on va déposer fleurs. Je ne me reconnais pas béninois avec ça. Parce que dans notre culture, on ne dépose pas des fleurs à un mort. Dans notre culture, c'est pas devant un béton que l'on reconnaît son parent qui est décédé. Chez nous, c'est à Sagne. Chez nous, ce qui nous représente, nos martyrs, c'est Assagne. Pourquoi ne pas honorer nos Assagne à travers la fête nationale? Pourquoi ne pas honorer nos martyrs à travers ce que nous faisons comme sacrifice? Manger, jeter, c'est-à-dire laisser ce qui est tombé, les feuilles de banane, les feuilles de akassa, les feuilles de hablo, de habla, tout ça là, jeter tout ça là, et le lendemain, balayer tout le pays. Ça, je me reconnais citoyen béninois avec ça. Mais tout ce qui se passe avec défilé militaire, dépôt de gerbes, de mon point de vue, une fois encore, c'est le colon. Fidèle Vaudounan, on parlait de l'histoire, de nos réalités qui ne sont pas enseignées aux enfants. Par exemple, quand vous rasez la maison d'un chef de l'État qui pourrait être édifiante pour l'enseignement dans notre pays, vous rasez ça, vous y mettez des fleurs, vous y mettez du béton au lieu de Assagne. Qui plus est, il n'y a pas un Vaudounan invité pour faire des défilés. Vous, fidèle Vaudounan, est-ce que vous n'êtes pas étonné? Vous sentez rien de me tirer le verre du nez, mais je ne tomberai pas dans votre piège. Je voudrais rassurer mon ami Charles Renvaux qu'il y a beaucoup de choses qui ne se feront jamais devant les caméras. Je vous rassure là-dessus. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Ce que je sais par ailleurs, les Vaudounan ne sont pas des guignols. Je suis Vaudounan, s'il vous plaît. C'est pas des guignols qui défilent, c'est des dignitaires. C'est des gens qu'on peut mettre sur le même piédestal qu'un évêque, qu'un prêtre, ainsi de suite quoi. C'est des grades aussi hein, dans le milieu traditionnel. Donc c'est pas des guignols, c'est pas une troupe théâtrale ou une troupe de danse. On sait bien, on voit toujours les parades quand même des Vaudounan. Vous avez vu ça où?
Et même des masques, n'est-ce pas? Vous parlez de masques. Il y a les masques sacrés. Oui. Il y a les masques sacrés et les masques profanes. Oui, bien sûr. Et les dispositions pour la sortie donc de ces masques-là dont vous parlez par exemple sont connues. Vous ne verrez pas bien des caméras au couvent pendant qu'on fait les préparations avant que ces masques sacrés ne sortent. Vous ne les verrez pas. Ah, il faut faire les préparatifs et les faire sortir, n'est-ce pas? Vous me laisserez enfin opiner. Moi, je suis totalement d'accord avec Charles, parce que là il est dans ma matière. Je suis fier de constater que bon voilà, j'ai un disciple. Bon, je dirais pas un disciple, j'ai un concitoyen, d'accord. Mais il y a beaucoup de choses qui ne se feront jamais devant les caméras. Je voudrais le rassurer là-dessus. Mieux, nous avons assisté aujourd'hui à une forme de formalisation de la fête du Vaudou. Le Vaudou Days, c'est une forme de formalisation. Et vous avez vu toute l'étendue qu'on a donnée. Et on a le répondant maintenant avec le festival des masques qui démarre dans 2 jours à Porto Novo et qui prend en compte le volet intellectuel cette fois-ci. Est-ce que vous voyez bien qu'on n'avait pas eu au niveau donc des Vaudou Days? Il y a eu quand même une intelligence derrière les choses. Et vous n'êtes pas sans savoir que autant nous célébrons la fête au plan national à Cotonou, autant dans les 77 communes du pays, la fête est organisée aussi et permet justement à ces gardiens de la tradition dont vous parlez, à ces organisations sociales, culturelles, artistiques, de s'émouvoir et donc de pouvoir faire la gaieté, la joie de nos concitoyens qui sont dans ces communes-là. Les choses sont bien stratifiées et je pense que on devrait pouvoir saluer ça. Pour ce qui concerne, on a rasé ceci, on a rasé cela, je ne suis pas autorisé à dire certaines choses sur les ondes, mais je voudrais rassurer Charles et à travers Charles, l'ensemble de nos concitoyens que pour les initiés, ils savent ce qui se passe, ils savent eh bien le poids des actes, le symbole que porte chaque acte. Les initiés savent de quoi il s'agit. C'est pour cela mais nous voulons quelque chose qui soit accessible pour combien de bénévoles, n'est-ce pas? Les choses les plus utiles, oui, les choses les plus importantes ne seront jamais accessibles à tout le monde. Jamais. Jamais. Ça veut dire que le pays appartient seulement à tout le monde. C'est ça. Je ne sais même pas de quoi vous parlez, mais moi je vous dis, pour la petite connaissance que j'ai des choses, que vous n'aurez jamais eh bien, les choses les plus sérieuses, les plus sacrées devant la caméra. Ce n'était pas ainsi hier, ce n'est pas ainsi aujourd'hui, et ce ne sera pas ainsi demain certainement, tant que, eh bien, ceux qui sont justement dédiés à la préservation de ces choses-là insisteront, il en existera toujours. C'est les hommes qui passeront, mais la divinité reste éternelle, et tant que la divinité est là, il y aura toujours des gens justement pour s'en occuper. Merci à vous tous d'avoir été dans ce débat. C'est la fin de cette émission, ce numéro de Que dit la presse. Mesdames et messieurs, bonne fête de l'indépendance à vous. Si vous en êtes fiers comme nos invités en plateau, en studio aujourd'hui, en tout cas nous sommes tous dans le pays, donc on est fiers d'être béninois. Merci à tous, merci à chacun. Samuel Hundior a assuré la mise en ligne de cette émission. Retrouvez Serge Avigamé vendredi prochain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien.